Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision Africable, la chaîne du continent. Question à débattre revient ce mois-ci avec comme invité M. Mohamed Ben Diop, candidat à la présidentielle de 2024. Comme vous le savez, nous sommes à 7 mois de la présidentielle. M. Diop est candidat à la succession de M. Macky Sall. M. Diop, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours avec un plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous. Monsieur Diop, vous êtes consultant international en administration des systèmes informatiques et ingénieur financier. Mohamed Ben Diop a un parcours académique et professionnel très riche. Monsieur Diop est candidat à l'élection présidentielle de février 2024 au Sénégal. Avec 2 casquettes d'homme politique et technocrate expérimenté, il ambitionne de développer le Sénégal avec son programme axé sur l'agriculture, les chaînes de valeur et j'en passe. Est-ce que cette petite présentation reflète votre parcours? Merci beaucoup, Mme Fati, pour cette question. Et permettez-moi d'abord de souhaiter un bon début de Ramadan à toute la Oumma islamique et aux Sénégalais en particulier. Comme vous le savez, nous sommes aussi en période de carême pour nos parents chrétiens. Donc ce sera vraiment une fin de mois religieuse et pour le monde entier. Donc je prie pour qu'il y ait beaucoup plus de paix. Cette présentation assez ramassée reflète tout à fait le parcours que j'ai suivi jusqu'à présent et éventuellement l'orientation que je veux avoir du Sénégal de demain. Parce que ce que je prône un Sénégal nouveau, basé sur des valeurs, un Sénégal nouveau basé sur la mise en exergue du potentiel agricole que nous avons. Le plus important, ce sera ce que je propose aux Sénégalais et le projet de société que nous portons. Un tel projet de société qui ambitionne de changer de manière assez catégorique le visage du Sénégal de demain et permettre au Sénégal de se hisser au rang des grandes nations et un Sénégal nouveau basé sur, disons, la mise en orbite de ces ressources naturelles. Avec un tel background, qu'est-ce qui vous a motivé à entrer en politique quand on sait que la politique au Sénégal est l'âme au loup? Écoutez, ce qui m'a le plus motivé, c'est, comme vous l'avez si bien décrit tout à l'heure, c'est par rapport à la situation socio-économique du pays. Ma motivation première, c'est d'abord la situation que nous vivons, la situation actuelle du pays qui fait que le Sénégal aurait pu dépasser ce stade depuis très longtemps. Le Sénégal est un pays où nous avons, disons, nous aurions pu jouer le rôle de locomotive, de locomotive par rapport à l'économie africaine. Nous sommes derrière la Côte d'Ivoire en termes de situation économique, sachant que la Côte d'Ivoire a connu 10 ans quand même de guerre civile. Et c'est là où nous devons nous poser les vraies questions. Malgré le potentiel que nous avons, qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à nous surpasser? Et toutes ces questions réunies trouveront leur réponse dans la prise en compte de manière beaucoup plus sérieuse des réalités du pays et éventuellement de la prise en compte de ce que j'appelle le grenier sénégalais. Quand je parle du grenier sénégalais, je fais allusion au fait que sur les quelque chose comme 4 millions d'hectares de terres arables que nous avons, le Sénégal n'en exploite que 200 000. Au moment où nous aurions pu, encore une fois, nourrir une bonne partie de l'Afrique et être en tête de pont par rapport à la situation alimentaire du monde. Je me souviens, le président Senghor, lorsqu'il disait que le Waalo, qui est la partie nord du pays, pouvait être le grenier du Sénégal. C'était dans les années 60. Donc il y a beaucoup de choses. Le Sénégal regorge d'un potentiel, d'une très grande potentialité que nous n'arrivons toujours pas à exploiter. Et je pense que l'heure est à la mise en valeur de tout cela.
Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à entrer en politique? Donc cette motivation, encore une fois, part du principe que, vu ce que nous avons comme ressources naturelles, vu la composition démographique du pays avec plus de 65% de la population qui a moins de 30 ans, nous avons les armes qu'il nous faut pour pouvoir faire face à la situation actuelle. Nous avons les armes qu'il nous faut pour pouvoir compétir avec l'international. Nous avons les armes qu'il faut pour pouvoir nous imposer en Afrique et nous imposer davantage sur la scène internationale. Pour vous dire, sur le plan socio-économique, la situation du Sénégal fait que le fait de ne pas nous engager est une forme, disons, d'acceptation de la situation actuelle, ce qui n'est pas le cas. C'est à ce regain-là que je veux pousser les Sénégalais à aller vers. C'est vers ce sursaut, disons, économique que je voudrais booster les Sénégalais à aller vers, encore une fois. Donc, ma motivation, encore une fois, est liée au fait que le Sénégal a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'en sortir sur le plan socio-économique. Malheureusement, nous ne les mettons pas en avant. Et nous avons le potentiel sur le plan des ressources humaines. Si vous faites le tour des grandes institutions dans le monde, forcément, vous y trouverez des Sénégalais. Vous voyez la diaspora sénégalaise, elle est riche en ressources humaines. Qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas agréger l'ensemble de ces ressources pour le Sénégal? Et c'est une de mes motivations et qui fait qu'aujourd'hui, je pense que le Sénégal peut s'en sortir et on va s'en sortir, Inch'Allah, à partir de 2024. Quelle est l'analyse que vous faites de la situation politico-économique du Sénégal en ce moment? Alors, vous savez, parler de la situation politico-économique nous renvoie à faire cette dichotomie entre deux choses. La situation politique en tant que telle, le Sénégal est en pré-campagne, ce qui est ahurissant, et la situation économique qui est le fait que nous courons derrière un lièvre que nous n'arrivons toujours pas à rattraper. Sur la situation politique, si vous faites allusion à ce qui s'est passé tout récemment, je ne pense pas que ça soit vraiment un débat d'actualité, dans la mesure où c'est une situation liée au fait d'une personne, d'un citoyen qui a maille avec la justice. En dehors de cela, les Sénégalais restent, disons, accrochés à une éventuelle candidature de l'actuel président, ce qui, dans ma formation politique, ne nous pose aucun problème. Et je le dis, et je l'affirme, et je persiste là-dessus encore une fois, nous, qu'il soit candidat ou pas, ce n'est pas ça qui nous pose problème. Parce que nous avons la jurisprudence, ce que j'appelle la jurisprudence d'Abdoulaye Wade, qui a été en 2012 dans les mêmes situations, dans les mêmes conditions, qui s'est présenté et qui a perdu les élections. Rien ne nous empêche de pouvoir réitérer cet exploit qui avait été fait en 2012. Et c'est à ça que j'invite les Sénégalais. Et c'est à ça que j'invite aussi l'opposition sénégalaise qui est là, parce que nous devons tout faire pour changer de paradigme. Je ne parlais pas de changer de système parce que c'est encore quelque chose de très complexe, mais changer de paradigme, changer de la manière dont nous faisons notre politique et l'offre que nous proposons aux Sénégalais et qui peut avoir une répercussion sur le plan africain aussi. Le Sénégal sera bientôt producteur de pétrole et de gaz. Est-ce que cette nouvelle donne pourra permettre au Sénégal de régler tous ces problèmes? Alors, je ne dirais pas que ça nous permettra de pouvoir régler tous nos problèmes parce que toutes ces ressources dont vous parlez, si j'interroge un petit peu l'histoire du Sénégal, on se rendra compte que en 1981, quand le président Senghor quittait le pouvoir, il avait fait le tour des chefs religieux sénégalais pour leur dire que le Sénégal allait être producteur de pétrole dans les années à venir. Jusqu'à présent, nous avons dans nos statistiques des données qui montrent que nous sommes plus ou moins dans une certaine mesure dans cette production-là. Nous produisons de l'or, nous produisons du phosphate depuis plus de 50 ans. Est-ce que ça nous a permis de sortir de la situation économique dans laquelle nous vivons? La réponse est non. Raison pour laquelle nous mettons l'accent sur l'agriculture. Parce qu'il y a un potentiel qui est là, qui est énorme et que nous n'avons pas exploité. Qu'il s'agit maintenant des gisements de pétrole et de gaz que nous avons découverts au Sénégal, tout le monde peut s'en réjouir. C'est une excellente chose.
Mais est-ce que c'est ça qui nous permettra de sortir de la situation actuelle à laquelle nous sommes? Je vous donne quelques chiffres. Pour 2022, nous étions à 53 milliards de revenus par rapport à ces produits-là. Pour 2023, la projection est à moins de 500 milliards ou un peu plus de 500 milliards de revenus, toujours pour ces produits-là. Au même moment, ma facture d'exportation vers le Mali dépasse les 500 milliards. Donc ça veut dire que quelque part, je peux rapidement faire un choix, sachant que si je développe ma relation avec le Mali, si je développe le transport entre ces deux pays, je peux à la limite doubler cette facture d'exportation. Ce qui veut dire que ce que je gagne avec ces produits, malgré tous les problèmes que ça crée, je peux l'avoir, voire même plus, en un temps record, rien qu'en gérant ma relation avec les pays de la sous-région. Donc, c'est-à-dire que il ne faudrait pas qu'on nous leurre. Dans les 10 ans à venir, le Sénégal ne sera pas dans le peloton de tête des pays producteurs de gaz et de pétrole. Ce qu'il faudra faire, c'est de mettre l'accent sur les autres produits, dont l'agriculture, comme je l'ai dit, mais aussi, ce ne sera pas des produits à négliger. Parce qu'on est producteur, ça intéresse beaucoup de gens, on peut utiliser cette ressource. Et nous, dans mon programme, l'utilisation que je compte en faire, on sera beaucoup plus dans cette exportation, dans une forte exportation, parce que rien qu'avec l'énergie solaire, le Sénégal peut être indépendant sur le plan énergétique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le Sénégal peut être l'un des premiers pays africains à être exportateur de l'énergie verte vers la sous-région et vers l'international, vers l'Europe et les États-Unis s'il y a besoin. C'est pour vous dire, nous avons des ressources sur lesquelles nous pouvons nous appesantir pour pouvoir sortir le Sénégal de son marasme économique, sortir le Sénégal de sa situation socio-économique, et pour lesquelles nous ne mettons pas, disons, l'accent qu'il faut. Et c'est à ça que j'invite les Sénégalais. C'est à ça que je m'évertue à proposer et éventuellement à présenter comme plan de relance de la situation socio-économique. Ok. Vous êtes candidat à la présidentielle. Quelles sont vos relations avec les partis politiques et les leaders de l'opposition? C'est des relations cordiales. Je vous dirais, là, d'ailleurs, je vais en recevoir certains au courant de la soirée, parce que nous sommes en train de mettre en place une grande coalition qui va porter ma candidature. Donc je continue à les recevoir, j'en rencontre certains, même si on ne me voit pas dans certains mouvements, dans certains rassemblements et autres. C'est dû à la politique que nous menons, parce que nous faisons cette dichotomie entre ce qui a un impact sur la vie des populations et ce qui est lié à, disons, aux affaires crypto-personnelles des gens. Vous savez, en matière de démocratie, le Sénégal n'a plus rien à attendre de qui que ce soit. Pendant des décennies, nous avons montré notre degré de maturité. Et le Sénégal continuera à montrer son degré de maturité par rapport à cette maîtrise et par rapport à la démocratie. Nous nous réjouissons toujours du fait que nous sommes l'un des premiers pays, le rare pays à ne pas avoir connu de guerre, disons, de coup d'État, et ça va continuer. Donc je rassure les Sénégalais et je rassure le monde par rapport à tout ce qui est dit pour le Sénégal. Nous n'irons pas jusqu'à cette situation-là. Le Sénégal et le Sénégalais est assez mature pour savoir l'importance de la carte, de son bulletin de vote et exercer son devoir civique le moment opportun. Et vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous avez des relations particulières avec les leaders de l'opposition? Écoutez, comme je vous l'ai dit, c'est des relations cordiales. J'en rencontre certains et certains viennent me voir. Ça s'arrête là. Mais sinon, le reste, moi, ce qui m'intéresse, je ne suis pas là. Je peux être beaucoup plus tranchant en vous disant je ne suis pas là pour me faire copain avec certains et autres. Ce qui m'intéresse, ou de me faire voir avec X ou Y. Le plus important, c'est de répondre présent quand le Sénégal a besoin de moi.
et de répondre présent aux choses qui intéressent les Sénégalais. That's it. Aujourd'hui, nous assistons à des scènes de violence qui écornent l'image du Sénégal. Quelle appréciation faites-vous de cette situation? Permettez-moi de m'incliner devant la mémoire des personnes qui ont perdu la vie face à ces événements, que ce soit les événements de 2021 comme les événements qui viennent de se passer. Et c'est des choses que nous déplorons. C'est des choses que nous déplorons et que je déplore avec ma formation politique pour la bonne et simple raison que c'est pas le Sénégal, le besoin sénégalais en tant que tel qui était le principal objectif de ces manifestations. Tout récemment, nous avons assisté à l'augmentation du prix du pétrole. Nous avons assisté à l'augmentation du prix de l'essence et du gasoil, des choses qui ont des impacts directs sur la vie au quotidien des Sénégalais. Les associations et syndicats de transporteurs sont en tiraillement avec le gouvernement compte tenu des augmentations qu'ils ont appliquées sur le prix du transport. Que les gens se lèvent pour défendre ces causes, je veux bien, et je peux accepter qu'il y ait même, qu'on aille même jusqu'à des manifestations dans ce sens. Mais regardons ce qui a été à l'origine. Donc c'est des choses que je déplore, c'est une situation que je déplore et je condamne avec la plus grande fermeté. Et je demande à l'État de prendre ces mesures et de faire face à cette situation-là, pour que de telles choses ne puissent jamais se reproduire. Nous sommes tous égaux devant la justice et je ne vois pas pourquoi il y aurait des privilégiés par rapport à cela, pourvu qu'on ait telle ou telle situation. Je m'attaque à personne, mais j'engage la responsabilité de l'État et j'engage aussi la responsabilité de certains leaders qui sont à l'origine de ces soulèvements. D'accord. D'ailleurs, 2 députés français ont interpellé le Quai d'Orsay pour la situation au Sénégal. Tout à fait. Ouais. Alors, ça aussi, c'est quelque chose que je dénonce. Dans la mesure où ces 2 députés, j'aimerais bien savoir dans quel axe cette interpellation a eu lieu. Est-ce que c'est pour s'enquérir de la situation des Français qui sont au Sénégal ou est-ce que c'est pour parler vraiment de la situation, disons, sociale du pays? Si tel est le cas, ils sont mal placés pour donner des leçons aux Sénégalais. Ça, c'est la première des choses. Ils sont très mal placés pour interpeller le Quai d'Orsay par rapport à cela, parce que c'est une affaire interne et qui est propre aux Sénégalais. Mais nous, Sénégalais, ce que nous devons apprendre de cette interpellation-là, c'est que nos problèmes nationaux, nous devons les régler dans le pays. Nous n'avons pas besoin disons, du Quai d'Orsay, ni, je ne parlerai même pas du Quai d'Orsay, mais nous n'avons pas besoin de manière générale de l'étranger pour pouvoir régler nos propres problèmes sénégalais et africains. Et j'interpelle encore une fois ces 2 députés-là, parce qu'ils ne l'ont pas fait au nom du gouvernement français, parce qu'ils ne sont pas membres de la mouvance présidentielle. Ça aurait été le Quai d'Orsay, je pense que l'analyse que je ferais aurait été beaucoup plus virulente par rapport à cela. Dès lors que c'est des députés de l'opposition française qui nous interpellent, nous leur demandons de balayer devant chez eux et de nous laisser régler nos problèmes africains et sénégalais de surcroît. D'accord. Étant sénégalais établi à l'étranger, que comptez-vous faire pour rallier la diaspora à votre cause? Vous savez, le parti que je dirige a été lancé depuis la diaspora. Donc, je suis candidat de la diaspora aussi. Et c'est une posture que je défends avec la dernière énergie, parce que cette diaspora représente la 15e région du Sénégal. Mais aussi, c'est une posture que j'affirme et confirme du fait que nous devons continuer à prendre en considération l'apport de cette diaspora par rapport à l'économie sénégalaise. Une région qui apporte 25% dans le PIB doit pouvoir avoir son mot à dire dans le déroulé de la politique nationale. Nous ne devons pas utiliser la diaspora sénégalaise comme une entité à vocation économique. La diaspora doit pouvoir s'affirmer et à travers ma voix, nous sommes en train de le faire. Dans tous les aspects et dans tous les pans de la société,
vous verrez qu'il y a toujours cette main de la diaspora. Le domaine où c'est le plus visible, c'est dans le sport. Nous ne pouvons plus évoluer. Le Sénégal et les pays africains de manière générale ne peuvent plus évoluer sans leur diaspora. Donc cette diaspora on doit avoir beaucoup plus de considération face à cette diaspora-là. Cette diaspora qui joue un rôle très important dans l'économie ne doit plus être considérée comme une entité à vocation économique, comme je viens de le répéter. Raison pour laquelle j'assume et je porte en moi tout cet espoir qu'a la diaspora. Et dites-vous que le parti que je représente est un parti et de la diaspora et du Sénégal et pour les Sénégalais, parce qu'ils sont autant Sénégalais que les Sénégalais qui sont ici. Monsieur Diop, souvent on voit que beaucoup de dirigeants africains ont tendance à s'agripper au pouvoir même après leur mandat. Bah écoutez, des dirigeants qui s'agrippent à leur pouvoir même après leur mandat, ils sont déjà dans l'illégalité. Vous savez, il y a quelque temps, il y a 1 an ou 2 ans de cela, les présidents africains s'étaient rencontrés pour discuter de cette problématique du 3e mandat en Afrique. De mémoire, il n'y a presque aucun chef d'État qui avait signé pour donner son accord. La résolution qui en était sortie, c'était de dire c'est une décision qui devrait s'appliquer au cas par cas. Ça, c'est une première décision. Je ne parle pas de première dans la mesure où c'est quelque chose que nous voyons un peu partout. Dans les grandes démocraties où nous retrouvons l'application de ces 2 mandats, on ne peut pas en citer, disons, de manière pléthorique. Les pays les mieux connus, c'est la France et les États-Unis, éventuellement en matière de limitation de mandat. Il en existe dans d'autres pays aussi. Est-ce que nous avons les mêmes réalités qui font que nous devons nous en arrêter à ce stade-là? Je vous rappelle que l'actuel chef d'État avait dit que 10 ans au pouvoir devrait pouvoir permettre à une personne de faire le maximum de ce qu'il peut faire et laisser la main à une autre. Les hommes passent, mais les institutions demeurent. Ouais. Je les appelle et je les interpelle sur le fait que, quelle que soit la durée qu'ils feront au pouvoir, ils finiront par le céder à quelqu'un d'autre. Nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit des téléspectateurs de la chaîne panafricaine et aux Africains? Alors, le message que j'ai à transmettre aux téléspectateurs de Africable, c'est surtout un message adressé à la jeunesse africaine. Pour demander à cette jeunesse, d'abord de croire en soi, de croire à nos capacités et de croire aussi à notre capacité à pouvoir nous surpasser et de faire de l'Afrique ce que nous souhaitons qu'elle soit. Le développement de l'Afrique dépendra de notre engagement propre à nous. Ce qui nous arrive et la situation que nous vivons n'est pas le fait d'un tel ou d'un tel. C'est à nous, Africains, de prendre les choses en main. C'est à nous, Africains, de nous assumer et d'assumer notre situation et d'assumer notre avenir. Monsieur Diop, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission, ces questions à débattre. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de Ramadan. Merci et bonsoir.